Ce soir, nous recevons une grande dame de la littérature béninoise, celle-là même qui a reçu le grand prix littéraire catégorie conte au Bénin en 2019. Notre maman, cette dame qui a à son arc plusieurs cordes. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir ovationner Madame Baï Danivo, épouse Petit. Oui. Merci d'avoir fait l'invitation. Née le 1er janvier 1955 à Atiémé, au Bénin, Anne Baï Danivo Koti est une écrivaine béninoise contemporaine reconnue pour ses écrits qui explorent des thématiques sociales, culturelles et identitaires et pour sa spécialisation dans le genre du conte et de la nouvelle. Professeure certifiée des lettres modernes, elle a enseigné dans divers lycées et collèges au Bénin. Admise à la retraite en avril 2012, elle est également mère et épouse. Anne Baï Danivo Koti incarne une véritable héroïne. Titulaire d'une maîtrise en socio-anthropologie, elle est également praticienne de la médecine traditionnelle. Par ailleurs, elle a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité au cours de sa carrière. Elle a notamment été conseillère pédagogique, directrice adjointe de l'inspection pédagogique et de l'innovation technologique, ainsi que directrice des bibliothèques de la promotion littéraire. Ces postes sont le reflet de son travail remarquable et de son dévouement. Son parcours et ses multiples casquettes témoignent de l'étendue de ses talents et de son influence. Aujourd'hui, elle fait partie des figures les plus respectées parmi les écrivaines béninoises. Toujours généreuse dans le partage de son savoir, tant avec ses élèves qu'avec la communauté littéraire, Anne Baï Danivo a publié plusieurs ouvrages, en particulier des contes et des nouvelles. En 2019, elle a remporté le Grand Prix littéraire du Bénin catégorie conte, notamment pour son ouvrage Sitou et la rivière de la nudité. Outre ce succès, elle a écrit et participé à de nombreux ouvrages collectifs parmi lesquels on peut citer Le Temple de la nuit profanée, une œuvre collective sur les violences faites aux femmes, publiée en 2017. L'enfant qui vient de loin, publié en 2018. Toula, un conte, publié en 2019. Et enfin, Un cycliste dans l'Iroko, publié en 2023. Je vous remercie.
amis pour cette belle chanson. Merci. Madame Baï Daïbor, nous allons commencer la soirée par une petite question qui brûle sur les lèvres de tout le monde, je suppose. On aimerait savoir, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Merci, madame. Il y a trop de choses qui m'ont amené à l'écriture. J'aime beaucoup lire. Depuis mon enfance, j'aime beaucoup lire et j'aime lire de tout. J'aime lire de tout. Et si nous devons nous rappeler le passé, je me laissais enfermer même dans les bibliothèques pour ne pas avoir à remettre un livre et revenir l'après-midi sans l'avoir achevé. Donc j'aime lire et j'aime lire tous les auteurs et de tous les continents asiatiques, continent Europe, tout. J'aime lire tous les auteurs du Moyen-Âge comme Ruthbeu. J'aime lire les auteurs maudits, les poètes maudits comme Rimbaud. J'aime tout lire, j'aime les classiques, j'aime la Renaissance, j'aime tout, j'aime le siècle de lumière, particulièrement Voltaire, qui a un style très alerte. Je l'aime parce qu'il a un style très alerte. Figurez-vous que Voltaire, déjà depuis le 18e, disait « Si vous voulez que j'aime encore, donnez-moi l'âge des amours. Au crépuscule de ma vie, redonnez s'il se peut l'aurore. » Vous voyez que déjà à ce temps, ces gens avaient presque tout dit. J'aime Molière, parce que Molière dit qu'il veut corriger les mœurs en riant. Et si vous faites attention à mes écrits, vous allez remarquer que moi aussi, j'aimerais corriger les mœurs en riant. Et puis, il y a Baudelaire. Moi, j'adore Baudelaire. Et si vous lisez Correspondance de Baudelaire, vous verrez que le monde est unique. Le monde est un. Nous vivons les mêmes réalités, mais nous n'avons pas le temps d'écouter ce qui nous entoure. Et Baudelaire l'a fait dans Correspondance. Et il trouve que la nature est un temple où de vivants piliers les sorties de confuses paroles. Baudelaire a su faire la découverte de la nature. Il a su reconnaître l'harmonie entre l'homme et la nature. Et cela se doit. Donc, en dehors de ça, j'aime bien écouter les chansons, que ce soit des chansons profanes, que ce soit des chansons sacrées, tout comme nous a passé tout à l'heure, c'est plein d'enseignements. J'aime écouter les personnes âgées. Et puis, disons que j'aime creuser, j'aime chercher, j'aime fouiller dans notre passé endogène. C'est les gens de la littérature orale sont des greniers, des bibliothèques inépuisables qui puissent vous inspirer tous. Malheureusement, on n'a fait plus grand cas. Tout est déjà dit, que ce soit en Europe ou ailleurs, chez vous, en fait, tout est déjà dit. Sauf que nous le redisons d'une autre manière. Et nous devons, selon moi, concevoir une manière, une nouvelle manière de voir le passé, de voir la tradition. Nous devons concevoir une manière de réécrire la tradition, de réinventer notre culture en ayant pour socle les cultures endogènes qui sont riches. On n'a rien à apprendre ou presque pas
de tout ce que charrie l'extérieur, bien que tout soit complémentaire. Et si nous-mêmes, nous n'avons pas les pieds solidement enfoncés dans le sol, si nous ne puisons pas nos racines, nous ne nourrissons pas nos racines, des racines du passé, si nous ne tissons pas la nouvelle corde sur l'ancienne, nous serons comme, disons, un fétu de paille à la surface de l'eau. On pourra nous balancer, on pourra nous balloter dans tous les sens. Alors que si nous avons les pieds solidement enfoncés dans nos traditions, il sera difficile de nous déraciner. Donc, en réalité, il faudra plus d'une vie pour décortiquer tout ce que nos ancêtres nous ont laissé en matière de littérature. Et nous devons nous rappeler que toute culture solide, nous admirons la culture des Blancs, nous les admirons, mais ils ne blaguent pas avec la culture générale. Même quand vous devez aller dans des écoles techniques de haut niveau, vous devez connaître votre culture générale. Mais nous, on se fiche de ce que nous ont laissé nos parents. Nous ne voulons pas tisser la nouvelle corde sur l'ancienne, parce que nous estimons que l'ancienne corde ne vaut rien. Ce n'est pas vrai. La culture est le socle de tout développement. Et comme l'a dit Louis Pasteur, qui est scientifique, vous le savez, les lettres planent au-dessus des sciences. Parce que les lettres permettent d'imaginer ce que sera l'avenir avant que la science ne s'en saisisse. Et il y a de tout chez nous. Il y a la science, il y a la technique, il y a la technologie, mais nous les méprisons, ce qui fait que nous ne les développons pas. Donc, en fait, la littérature, c'est quelque chose qu'il faut renforcer. Nous devons partir du passé, révéler le passé, recourir au passé pour construire un avenir solide, pour construire un type d'homme qui puisse résister devant les vicissitudes de la vie. Nous devons recourir et non repartir, retourner au passé. Ce n'est pas possible de retourner au passé. Retourner au passé, c'est comme démissionner. Si nous retournons au passé, c'est comme mais nous devons pour nous inspirer du passé, de la manière de faire des ancêtres. Pourquoi l'ont-ils fait? Si nous prenons le conte par exemple, nous pouvons dire que les parents, les ancêtres, savent qu'ils veulent construire une société. Mais pour cette société, quel type d'individu ils veulent? Quel type d'individu correspond à cette société? Et cela, on le trouve dans les contes. Les contes ne font que faire vivre les règles, les normes de la société. Et ensuite, le conte ouvre d'autres horizons. Parce qu'un conte rend le rêve possible. Le visible et l'invisible s'enchevêtrent, se côtoient, s'harmonisent pour la réalisation de l'être, pour tisser un tissu social conforme aux visions des ancêtres. Aujourd'hui, on ne le fait plus en tant que tel, on ne taille plus d'importance au conte. Nos enfants ne savent pas rêver. Nous voulons imiter l'Europe. Mais généralement, en Europe, aucun enfant d'homme, on lui lit un petit conte. Mais nous ne le faisons pas.
on ne le remplace par rien d'autre. C'est du vide. Donc les enfants, la jeunesse n'a plus de repères. Donc c'est des choses que nous devons corriger et tout ça, les artistes doivent attirer l'attention là-dessus. Puisque nous piétinons nos traditions, pourquoi veut-on les remplacer? On doit se poser la question. Pourquoi nos ancêtres ont conçu le conte de cette manière? Nous allons catéchistes parce que nous sommes plus ou moins, disons, nous sommes plus ou moins adhérents de des nouvelles religions. On étudie le Coran, etc., etc. Mais pourquoi les autres avaient conçu le conte de cette manière? On va au catéchisme. Et tout ce que nous apprenons là-bas, nous n'oublions pas complètement. Et même, quand nous écoutons les contes, quand nous avons l'habitude des contes, nous n'oublions pas ce qu'on a appris depuis notre enfance. Parce que le conte socialise. Ça procède à la socialisation de l'enfant, de l'individu. Et le conte, c'est pour tout le monde, quel que soit l'âge. À l'enfant, il enseigne les comportements, les conduites à tenir dans la société, les croyances, les dieux, etc., etc. Aux adultes, on rappelle les conduites à tenir, on rappelle l'innocence de l'enfance. Donc, nous devons repartir à la base pour que nos enfants ne perdent pas de repères. Le conte, c'est un genre qui inspire tout, c'est un genre transversal. Quand vous écoutez les contes, vous pouvez danser, vous pouvez chanter. Et ça tisse un lien social indestructible. Vous voyez? Oui, oui. Alors que si nous prenons le cas du catéchisme, on doit se tenir comme des images. Mais pour le conte, c'est la convivialité que ça tisse. Et puis, c'est la gaieté, c'est presque festif pourtant. C'est presque festif pourtant. Ça passe des messages qu'on n'oublie pas. Bien sûr. Vous voyez? Oui, oui, oui. Disons que nous avons la chaleur dans le sang en Afrique. On a la chaleur dans le sang et le conte l'exprime bien. C'est ça. Merci beaucoup, madame. La soirée promet d'être longue. Nos amis nous ont concocté de belles surprises. Nous allons écouter du conte Sitou et la rivière de la nudité. Grand prix littéraire du Bénin, catégorie conte 2019. Chers amis, la scène est à vous. Depuis l'arrivée de Sitou, Sadé ne comptait plus vraiment. Elle ne fait que subir des affronts. Le roi n'avait Dieu que pour Sitou. Certes, il la consultait toujours, mais Sitou avait trop d'emprise sur lui.
La fois dernière où elle voulait savoir si Sitou lui donnait pleine satisfaction, son mari était allé jusqu'à lui confier que cette fille était son souffle, l'air qu'il respirait. Et pour finir, il avait osé lui recommander de prendre grand soin d'elle, que rien ne lui manque, que ses parents soient bien traités. Comme les hommes sont curieux. À cette allure, qu'il prendra soin d'elle, Sadé. Depuis ce jour, Sadé a pris la résolution de découvrir le secret de Sitou, de la faire descendre de son piédestal, celui sur lequel son mari l'a hissé. La sale usurpatrice doit lui rendre son piédestal acquis de haute lutte. Sitou est très généreuse, très respectueuse, mais elle ne laissera pas cette ensorceleuse envoûter son mari. Elle ne permettra à personne de lui ravir. Personne ne doit embrigader son époux. Chers auditeurs, la jalousie et la soif de pouvoir inextinguible sont mauvaises compagnes. Elles sont mauvaises conseillères. Elles engendrent la démesure. Elles font perdre la raison. Les jeunes reines, trop tôt privées de la présence maternelle, adoptent Sadé comme une seconde mère. Cette dernière est leurs oreilles attentives. Ces jeunes femmes lui racontent par le menu leurs joies, leurs soucis, leurs occupations et leurs appréhensions. Inutile de vous dire que la première dame, celle qui veille autour de la chambre des jeunes reines, posait à celle-ci des questions très inquisitrices. Elle voulait tout savoir. Les échanges avec le souverain, ses préoccupations, bref. Elle leur posait de ces questions qui l'aidaient à maîtriser ce monde, à mieux gérer ce harem qu'elle a vu se constituer au fil des ans. Sa seule préoccupation, avoir tout le monde sous sa coupe, s'assurer de l'amour du souverain. Toutes les reines, toute la cour craignait Sadé. Elle était très écoutée du roi. Plus maintenant croyait Sadé à cause de cette mijaurée de Sitou. Au début, elle la comprenait. Elle était très jeune, 13 ans, mais cela fait des mois. Mais non, un arme à temps plein. Un an que cela dure. Pire encore, plus les jours passent, plus le roi ne tarit pas d'éloge à son endroit. Il n'arrête pas de la réclamer. Il lui fait appel de jour comme de nuit. Mais cela ne se faisait pas avant. À part elle, Sadé, personne, aucune femme n'avait réussi à capter l'attention du roi assez longtemps. Quel est donc le secret de cette faiblesse? De quel sortilège use-t-il pour s'attacher le roi? Oui, si tout tient son étrange beauté du diable. Cette possédée prend trop de place dans le cœur de son mari. Il faut que cela cesse. Dès lors, la reine Sadé multiplia les séances de récréation collective qu'elle organisait pour distraire à dessein les jeunes reines. Le roi se lassant très vite de ses beautés immatures, Sadé a pris l'habitude de les occuper quand elles ne font plus l'objet de toutes les attentions. Voyez-vous, il faut détourner l'attention de ces jeunes épouses trop tôt délaissées. Cependant, Sitou a un grand défaut. Elle ne s'épanche pas. Elle ne se confie pas. Comment gérer dans un harem si grand une très belle rivale qui ne parle pas? Mes amis, je vous le demande, comment connaître, cerner le caractère, les faiblesses d'une jeune épouse qui ne se confie jamais? Si tout communique peu, comment percer son secret? Si tout sans le savoir, empêcher la reine Sadé de dormir. Sadé se met à réfléchir. À vrai dire, cette fille est bien éduquée, aimable, généreuse. Elle lui a toujours ouvert la porte de sa cuisine. Cette étrange créature cuisine divinement bien et elle raffole de sa cuisine. Oui, Sitou en dort les consciences. Une épine. Sitou est une épine à extraire de son pied et de sa tête. Depuis qu'elle est là, tout va de travers. C'est l'enfer. Cet oiseau de mauvais augure chamboule tout. Il faut que Sadé remue ses ménages. Elle se sait intelligente. Elle doit chercher. Elle doit trouver la faille. Et elle trouvera cette faille même si Sitou ne parle pas. Et vous, connaissez-vous un être humain sans défaut? Non. Cela n'existe nulle part. Eh oui, elle tient le bon bout. Cela fait 2 harmatans.
2 harmattan que Sitou s'est amené dans le palais et elle n'a toujours pas conçu. La nuit même, la reine Sadé sollicita et obtint une audience auprès de son époux. Ce n'était pas son jour. C'était précisément le jour de la jeune reine. Le roi n'était pas content. Mais enfin, quelque chose d'important devait préoccuper Sadé pour qu'elle déroge à la règle, pour qu'elle veuille le voir alors qu'il attendait sa dulcinée. Il lui avait expressément recommandé la jeune reine. Elle aurait pu être sa mère. Jusqu'ici, Sadé s'acquitte bien de cette tâche délicate. Les éloges faits de Sitou lui ont toujours valu une attention particulière et elle le sait, pourvu que cet entretien ne s'éternise pas, car il a hâte de retrouver Sitou, son attendrissante Sitou. Eh bien, l'objet de la rencontre des époux royaux était la conception de la jeune reine. Sadé se préoccupait de ce que Sitou ne portait pas encore d'enfant. Il paraît que les gens dotés d'une beauté aussi remarquable souffrent de stérilité. Considérant la jeune reine comme sa fille, il serait judicieux que le roi élucide la question avec une attention toute particulière. Maître de l'univers, et si le guérisseur attaché à la cour se penchait sur le cas en toute discrétion? Suggéra habilement la reine Sadé. Le roi fut très touché de cette marque d'affection pour sa favorite. Il combla la reine de cadeaux et promit d'y réfléchir. Sitou s'apprêtait à entrer dans la chambre du souverain quand elle entendit la reine soliloquer, parler toute seule. Elle eut la présence d'esprit de se cacher au moment où Sadé, trop contente pour être sincère, s'en allait allègrement en marmonnant. Une femme sans enfant, une reine sans descendance, Un arbre sans sève. sans fruits. Le roi se lassera bientôt de ce ventre sec, de cette beauté stérile, vide, inutile. Arrivé chez le roi, Sitou avait l'air préoccupé, le monarque de même. La petite reine avait mal à la tête. Elle ne se sentait pas bien. Le roi fut à ses petits soins jusqu'au lever du jour. Il en fut ainsi pendant les 2 jours qui suivirent. Cette nuit-là, le roi qui d'habitude était loquace se mit à bafouiller. Sitou lui dit: Maître de l'univers, qu'est-ce qui vous tracasse? Votre servante vous soutient. Elle est toute à votre dévotion. Mon soleil, mon souffle de vie, Papa Matika. Tu sais, quand une femme et un homme se mettent ensemble, c'est aussi pour faire des enfants. C'est aussi pour faire assurer une descendance, perpétuer la lignée. Quel précieux cadeau ce serait si tu me faisais des enfants aussi ravissants que toi. À ces mots, la reine se mit à trembler de tous ses membres. Le roi se méprit. Il calma Sitou, la rassura et finit par la convaincre que rien ne pressait. Cette trêve fut de courte durée. La première reine savait que le devin attaché à la cour n'avait pas été sollicité. Chacun sait que seul Dada Segomendo, bah où l'incommensurable donne la vie. Le roi pouvait ne pas s'en faire pour si peu. 2 harmattans, qu'est-ce à côté de toute une vie? Si tout était jeune, et le roi pouvait attendre. Loin de se décourager, Sadé cherchait, fouillait. Elle sondait sa mémoire. Elle invoquait les dieux de toute son âme. Va-t-elle finir par trouver? 2 semaines après son entretien avec le roi, la reine Sadé revient à la charge. Elle s'exprima ainsi. Mon cher époux, il me plaît de vous rappeler un rituel très important que vous semblez avoir oublié. Le rituel de la rivière de la nudité. Il urge que cet oubli soit corrigé. Les gens mal intentionnés médisent déjà de la jeune reine. Ne cacherait-elle pas une infirmité dont le roi serait complice? Cette fois, le roi mit au pied du mur le plus reculé. Il savait que Sadé ne le lâcherait pas. Elle est si entêtée. Une date fut fixée sur l'heure. À la prochaine lune, dans exactement 21 jours, aura lieu la procession à Ménéton, la rivière de la nudité. Depuis bien des années, c'était la première fois que le roi répugnait à honorer à un tel engagement. Que je vous le rappelle, une reine ne doit souffrir d'aucune infirmité. Et le roi adorait sa jeune reine. Chef, la
reine Sadé était pressée, très pressée. Elle voulait devancer les événements. Elle tenait à savoir, à découvrir le secret de Sitou avant tout le monde. Elle réfléchissait du jour comme de nuit. Ce jeu se poursuivait quand un jour, la reine eut l'idée géniale de creuser un trou minuscule dans le mur de clôture de la douche de Sitou. Elle le fit avec patience, dextérité, ingéniosité. Ce travail dura 7 bons jours, car de l'intérieur comme de l'extérieur, personne ne devait se douter de rien. Enfin, une discrète ouverture se fit dans le mur. Elle fut habilement maquillée. Ce jour même, pendant que le palais dormait, la reine Sadé guetta l'heure de bain de la jeune reine. Celle qui hantait ses nuits, elle regarda par le tour pour appliquer. Stupeur, Stupeur. Stupeur, stupeur, Stupeur! La découverte dépassait tout entendement. Qu'est-ce donc? Que voit-elle? Non, pas possible. Est-ce qu'il pensait que Satou était affublé d'une petite infirmité? Non, impossible. Ce n'est pas vrai! Qui pouvait l'imaginer? Un homme. le roi épousait un homme. un homme plus beau que toutes les femmes du royaume. Non, elle ne rêvait pas. Elle voyait de ses propres yeux son pénis dressé comme la crête d'un coq. Miwase, noué Dodidjewe. Miwase noué Dodidja l'Obermewe. Miwase, noué Dodidjewe. Miwase noué Dodidja l'Obermewe. Miwase bo, sebo, miwase bo, sebo. Miwase noué Dodidja l'Obermewe. Miwase bo, sebo, miwase bo, sebo. Miwase noué Dodidja l'Obermewe. Miwase, noué Dodidjewe. Miwase noué Dodidja l'Obermewe. Miwase bo, sebo, miwase bo. Je vous prie de les ovationner encore. Merci, chers amis, pour cette belle générosité et cette énergie. Je vous prie, pour ceux qui n'ont pas encore pris le livre, de le prendre pour connaître la fin de l'histoire. En tout cas, moi, je sais qu'il faut parfois garder sa bouche, il ne faut pas tout dire. Compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais lancer la deuxième lecture. Fatale méprise. Tiré du recueil de nouvelles Un cycliste en Iroko. Là, c'est bien toi, Salima. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Il est vrai, l'eau a beaucoup coulé sous les ponts. Il y a belle lurette. C'est un réel plaisir que de te rencontrer. Le plaisir est partagé. As-tu un peu de temps? Bien sûr, s'il n'y en avait pas, j'allais en inventer. Alors viens, allons manger une glace à la Caravelle, juste à côté. Revivons les fabuleux moments passés avec les sœurs de l'éducation chrétienne. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés un soir sous un parasol de la terrasse de la Caravelle. Nous discutions à bâton rompu du passé. Les tours que nous jouions aux bonnes sœurs. La manière dont les grandes contournaient la discipline trop rigoureuse. Les murs que les plus téméraires franchissaient nuitamment pour honorer les rendez-vous galants. Ce qui leur valait presque toujours un renvoi discret. La dévergondée disparaissait de la circulation sans qu'on sache pourquoi. Nous abordâmes ensuite les manifestations, les journées culturelles de fin d'année scolaire. À ces occasions, des groupes de coopératives se constituaient. On distinguait la danse à Djogo et à Badia du Nono, Tchekoumé et à Tchad du Sou, Gogo et Kaka de Louémé et les danses du Nord dont Teke. Moi, j'adorais Teke. D'ailleurs, je n'étais pas la seule. C'était le cas de Rachel qui,
bien qu'étant du mono, s'était inscrite dans le groupe des nordistes. Elle avait appris et dansait le teke à merveille. La virtuose de cette danse était Aïcha. Je l'admirais beaucoup. D'un beau thé noir de jet, très charmante avec sa taille fine, ses attaches solides déliées, ses yeux noirs sur un écrin blanc, Aïcha était une fille entière. Elle n'aimait ni l'injustice, ni la mensonge. Elle n'aimait pas non plus les futilités, les disputes inutiles. Elle était studieuse. Elle était sans préjugés. C'était elle qui avait pris sous ses ailes la formation de Rachel au teke. En fin de compte, Rachel dansait mieux que la plupart des ressortissantes du Nord. Aïcha était appréciée de tous. Un jour, je lui demandais d'où lui venait cette rage de vouloir danser à la perfection et en même temps cette farouche détermination à réussir, à faire partie des meilleurs dans toutes les matières. Nous voulions toutes réussir, mais toi, on dirait qu'une fièvre t'habite. Elle me répondit tout simplement. Tu sais, je viens d'une famille modeste. N'eût été la bourse d'études dont je jouis, je ne pourrais me permettre de poursuivre les études après l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires. L'école se trouvait à des kilomètres de la maison et le collège d'enseignement général beaucoup plus loin encore dans le village voisin. Je tiens à sortir de la précarité et à assurer un meilleur avenir à mon unique frère Ouassat. Mes parents n'ont que 2 enfants. Ma situation est un peu différente et nous sommes 6 enfants de nos parents. Nous nous entraiderons. Toi, tu m'entraînes en mathématiques, physique et chimie, moi en anglais et en espagnol. Ainsi, sans être de vrais amis, Aïcha et moi, nous nous entendons bien. Nous nous sommes perdus de vue depuis environ 7 ans, l'année où nous avons obtenu le brevet d'études du premier cycle. Salima, te souviens-tu d'Aïcha, celle dont les pieds semblent enchantés quand ils battent le sol lorsqu'elle danse le teke? Elle est une virtuose de la danse Batonou et nous attendions avec impatience qu'elle rentre dans le cercle. Te souviens-tu d'elle? Que devient-elle? Je te parle de celle qui ne rentrait chez elle au nord que pendant les grandes vacances. C'était d'ailleurs pareil pour toi, te rappelles-tu? Elle avait un jeune frère, Ouassat, il me semble. Elle se promettait de l'aider dès qu'elle réussirait. Que je suis bête. Vous étiez toujours ensemble. On dirait des sœurs jumelles. Pourquoi ce silence, Salima? En fait, Aïcha n'est plus. Quoi? J'étais bouleversé. J'avais failli tomber à la renverse. Cette nouvelle m'avait littéralement assommé. Je ne pouvais plus parler. Ma camarade Salima respecta mon silence. Après m'être retrouvé, je lui demandai. Que s'est-il passé? Elle respirait la joie de vivre. Que lui est-il arrivé? Voilà. Aïcha et moi étions comme des sœurs. Au village, on nous appelait les jumelles. Nos cases se touchent presque et nos mamans sont des amies. Grande fut leur joie lorsqu'on nous avait classées toutes les deux dans un internat à Bomé qui plus est dans un collège des bonnes sœurs. L'éducation chez ces gens était réputée rigoureuse et très rigoureuse. Au cours des journées culturelles qui sanctionnaient la fin des cours de vacances qu'organisaient les étudiants à l'intention de leurs jeunes frères et sœurs des collèges, Seydou fit la rencontre d'Aïcha. Elle passait en classe de 5e à l'époque et lui en 2e année d'université en sciences économiques. Ce fut le coup de foudre. Ils ne se sont plus quittés. Le jeune Seydou est issu d'une famille modeste et ne s'en cache pas. Aïcha de même. Les 2 jeunes gens s'avèrent, ils avaient la fièvre de la réussite. Ils tenaient chacun en ce qui le concerne à réussir dans la vie et assurer un avenir plus sûr à leurs jeunes frères. Seydou et Aïcha s'aimaient vraiment. Malheureusement, ils ne sont ni de la même ethnie, ni de la même caste. Ils en sont conscients. Ils doivent se battre pour que triomphe leur amour. Seydou est très respectueux envers les grandes personnes. De ce respect dû à l'éducation des parents et que renforce l'appartenance à une classe sociale que le manque d'ouverture d'esprit et l'ignorance des hommes estiment inférieurs. Choisit-on de naître ici ou là? Choisit-on d'être le fils d'un meunier ou d'un prince? Choisit-on d'être le fils d'un roi ou d'un esclave? Le couple évoluait normalement. Pendant les grandes vacances, Seydou rendait de fréquentes visites à Aïcha dont les parents savaient qu'ils se fréquentaient et s'aimaient. 3 ans plus tard,
Alors que Seydou obtint sa maîtrise en sciences économiques, puis réussit brillamment au concours des douanes, son engagement patriotique aidant, il fut affecté à un bon poste avec une rémunération conséquente. Quoi de plus normal qu'il aide sa dulcinée et le frère de celle-ci? Étant logé et véhiculé, il lui fut facile d'héberger Aïcha pendant les congés de Noël et de Pâques, avec l'accord de son futur beau-père à qui des présents étaient régulièrement offerts. Pour nos tutoraux, tout allait pour le mieux. À la fin de cette année-là, Aïcha obtint le BPC. Comme elle avait passé plusieurs concours sous réserve de la réussite à cet examen, elle réussit aussi bien le concours d'entrée à l'école normale des instituteurs qu'à l'entrée à l'Institut de formation des sages-femmes et infirmiers d'État. Ce que personne ne savait, c'est qu'Aïcha était tombée enceinte au cours des congés de Noël et devait accoucher pendant les grandes vacances. Seydou ayant pris service, notre camarade qui ne voulait pas faire de longues études tenait à savoir de lui un enfant pour consolider leur lien. Tout fut planifié d'un accord commun. Poursuivre une formation ne devrait pas poser problème. Sa maman ou sa belle-mère pourront s'occuper du bébé. Que dis-tu? Je ne la savais pas enceinte. Comment? Durant tout ce temps? Tu blagues, j'espère. Enfin, je te comprends. Tu ne sais donc pas qu'on peut attacher une grossesse de manière tout à fait naturelle, afin qu'elle ne soit remarquable qu'à 2 semaines ou à 1 mois environ de l'accouchement? Toujours dans les nuages froids. Bref, elle a demandé et a obtenu de ne venir au village qu'à 1 mois environ avant la fin des vacances, ce qui coïnciderait avec la délivrance. Un après-midi de retour de la corvée d'eau, je vis Aïcha toute joyeuse en train de discuter dans la cour avec ma mère. Nous nous embrassâmes à nous étouffer. Connaissant la rigueur de son père, j'avais de sérieuses appréhensions. Mon ami me rassura. Son père appréciait beaucoup Seydou. Depuis 3 ans qu'il assurait le complément de sa scolarité et récemment toute la scolarité de Ouassa qu'il entretenait en tout, l'informé de la situation ne devrait poser aucun problème. 3 jours plus tard, je revis Aïcha au bord du désespoir. La discussion avec son père avait mal tourné. Elle n'arrivait pas à le comprendre. Lui qui discutait de tout avec Seydou sans se lasser, lui qui appréciait sa bonne éducation, lui qui reconnaissait et admirait sa volonté de réussir, lui qui, en fait, le bénissait et profitait de sa générosité, elle ne comprenait vraiment pas. En effet, le papa ayant appris qu'elle portait une grossesse assez avancée, plus de 7 mois de grossesse, fut pris d'une rage folle. Les tentatives de la mère pour le calmer restèrent vaines. Du reste, sur le moment, j'ai dû la consoler, lui dit que son père allait se calmer, le vin étant tiré. 2 jours plus tard, Aïcha revint me dire que son père s'était calmé au grand soulagement des uns et des autres. Elle ne savait pas que c'était le calme qui précédait la tempête. Quelques jours plus tard, le père, jusque-là muré dans un silence, semblait d'abord plus facile. Ce jour-là, il appelait sa fille à l'aube. La mère qui n'avait pas le cœur tranquille se leva aussi. Elle demanda si tout allait bien. On lui intima l'ordre de retourner dans la case qu'elle partageait avec Aïcha. La mère entendit ensuite sa fille pleurer. Elle implorait le pardon de son mari, le suppliait de la laisser garder son enfant, ne serait-ce que ce seul enfant. Le père Aouna vociféra. Fille écervelée, fille indigne, il n'est pas question que tu me donnes ce genre de petit-fils. Je ne te laisserai pas souiller le sang de ma race. Jamais. Entends-tu? Toi, né d'une princière, comment peux-tu croire que je vais te laisser me honir? Bois ce breuvage et vite. En désespoir de cause, Aïcha but le fameux breuvage sur une grossesse presque à terme. Le père, après avoir commis son forfait, ferma la porte à double tour avec interdiction formelle à quiconque de la défoncer. Aïcha gémit pendant des heures. Partout ailleurs au Bénin, mais surtout dans ce milieu-là, une femme doit se faire discrète pendant les douleurs de l'enfantement. Aïcha geignait en sourdine. Au fil du temps qui se grenait lentement, trop lentement, Aïcha dont l'utérus en feu se soulevait, se tordait, s'étirait sans discontinu, finit par pleurer. Puis n'en pouvant plus, elle appela assistance en vain. Personne n'osa.
La mère et le frère allaient de la porte de la chambre de la sortie de la maison au portail, puis revenant du portail à la porte de la chambre où se jouait le drame. Ils étaient tous anxieux. Que faire? Un interdit du père de famille reste un interdit. Cela durait. Aïcha souffrait le mardi. Les voisins immédiats dont ma maman et mon papa finirent par sentir que quelque chose de peu réjouissant se passait chez le vieux Aouna. Ils accoururent. Ayant apprécié la situation et appris les injonctions du vieux, chacun se retira le cœur gros. Aucune négociation possible, d'autant que le père de famille, connu pour son intransigeance, était absent. La nouvelle voyagea jusqu'aux oreilles de la tante maternelle qui accourut. La porte cadenassée l'arrêta dans son élan de sauvetage. Elle s'assit avec sa soeur contre le mur de la case et, à travers la fente de la porte, envoyait des paroles d'encouragement à sa nièce, l'unique fille de sa soeur aînée. La mère, elle-même, avait la gorge nouée, les hagards. Enfin, Aïcha hurla comme un chien à l'agonie. Puis, ce fut le silence. Un calme plat. On s'attendait à entendre crier. On crut ouïr un léger vagissement. Puis, plus rien, plus aucun son, plus un seul mouvement de la mère et de l'enfant, plus de signe de vie. Quelques minutes plus tard, le père ayant programmé la durée de l'opération d'expulsion forcée de l'enfant revint. Il ouvrit la porte. La mère, la tante et le petit frère un peu en retrait se précipitaient dans la case. La mère, désespérée, secoua sa fille étendue par terre. Aucun souffle ne traversait ses lèvres, hermétiquement fermées. Elle hurla à son tour, courut comme une folle vers la sortie. Ma maman, revenue avec le retour du père Aouna, la retint. Aïcha baignait dans une mare de sang. Le bébé, un petit garçon, était entre les cuisses de sa mère. Il était retenu par le cordon ombilical, prisonnier du placenta qui ne s'était pas décollé. Les deux s'étaient vidés de leur sang. On les enterra le même jour. Ce fut une grande désolation pour tous, en particulier pour moi, qui viens de perdre une sœur, une amie, une confidente. Ce fut une très grande affliction, un grand deuil pour tout le quartier, pour le village tout entier. Durant tout ce discours, je réfléchissais. Le temps n'attend personne. Chacun doit s'adapter au temps qui passe et n'attend pas. Croire que le temps reste figé, n'est-ce pas se faire du tort? Salima m'interpella. Je sursautai. Je venais de loin. Je l'entendis dire: Baï, tu sais, peu de filles allaient à l'école chez nous et rares étaient celles qui atteignaient ce niveau d'instruction à l'école. Institutrice, elle aurait pu encourager les parents à envoyer leurs filles à l'école. Infirmière ou sage-femme, elle aurait pu en faire autant. Hélas, ma soeur, Aïcha aurait pu être l'exemple de la réussite des filles scolarisées. Seydou a appris la nouvelle. Il était inconsolable. Il pleurait. Mais ouais, dominant, bon à peu près. Merci les amis. Merci. Quand je prends le compte, j'essaie de reconstituer ces différentes parties.
à savoir le début qui pose un problème, le développement et le dénouement. J'essaie de voir si ça répond à ces règles-là. Au moins ces trois parties. Bien entendu, il y a des rebondissements dans le développement. Donc, il y a la situation initiale, l'élément modificateur ou les éléments modificateurs, les transformations qui interviennent et puis le dénouement. Donc, j'essaie de voir s'il y a tout cela qui est réuni. Et puisque généralement c'est réuni dans nos contes traditionnels, nous avons ce schéma-là. Il y a la situation de départ. Ensuite, il y a des rencontres, il y a des éléments modificateurs. Donc, il y a des transformations qui interviennent suite à ces éléments modificateurs. Et puis après, il y a le dénouement. Et le dénouement aboutit sur une leçon de morale. Oh, mais tu es gentil, c'est gentil, tu me fais bisous. Merci, merci, merci beaucoup. Oui, mais merci, c'est vous qu'on doit remercier, madame. Merci beaucoup à vous. Merci. Mais